Vous êtes sur le point d'écouter Nomo, un projet mélangeant podcast et musique. Réalisé à partir de témoignages anonymes, Nomo illustre des fragments de vie poignants et permet de libérer la parole. Les sujets abordés étant lourds émotionnellement parlant, nous souhaitons vous avertir que ce projet peut heurter les personnes sensibles. Je ne suis pas un artiste qui a beaucoup de choses à exprimer verbalement. Donc j'ai laissé cette place-là à des gens qui en avaient envie ou besoin, afin que ce projet soit constructif pour chacun. À travers ce projet, j'ai fait ce que j'appelle de l'empathie musicale. C'est-à-dire que je me suis imprégné des témoignages, des mots, des participants et participantes, et je les ai retranscrits en musique. Il est maintenant temps de vous faire découvrir ce projet. Un grand merci à celles et ceux qui ont participé, et je vous dis à très bientôt. Maintenant, je les comprends, les deux jeunes filles que j'avais rencontrées à l'hôpital ce soir-là. J'avais séjourné avec elles. Il y en a une qui était anorexique et l'autre qui avait tenté de se suicider. Moi, j'avais juste fait un petit malaise la veille. Et je me retrouvais là, coincée avec elles, isolée et prise en soins, sans comprendre pourquoi je devais mériter cette attention. Pourquoi je devais être prise en charge au même titre qu'elles. J'étais angoissée, c'est vrai. Mais leurs actes désespérés m'étaient encore étrangers. Aujourd'hui, pourtant, j'ai besoin de cette attention-là, tous les jours, tout le temps. J'ai de plus en plus froid, je me sens de plus en plus seule. Je peux pas m'empêcher de pleurer, n'importe où, n'importe quand. Je sens un poids insoutenable sur moi, celui de mon existence. Tout m'a l'air vide, plus rien ne m'amuse et me fait réellement rire. J'attends, je laisse passer. Mais je sens qu'il n'y a plus rien, comme si je pouvais plus rien ressentir. Pourtant, je peux pas m'empêcher de penser qu'on pourrait encore m'aider. J'ai honte de crier à l'aide. Je me demande comment j'ai fait pour vivre avant. Là, je voudrais seulement dormir. Fuir, dormir. Mais on est toujours trop engagé dans la vie et dans le monde pour se permettre de s'en aller. Alors il n'y a que sous l'eau que tout coule. J'ai encore pleuré sous la douche ce matin. Je sais pas pourquoi, on dirait que c'est là que j'expérimente le plus ardemment la solitude. Une pièce humide dédiée à l'intimité et aux soins de son propre corps. Là où je ressens tout le poids que je porte, l'angoisse matinale. C'est toujours difficile de me décider à y aller et je sais pas pourquoi. Sans doute que c'est dur de se défaire de ces vêtements confortables avec lesquels on a passé la nuit. Dur et fort, élan douloureux, angoisse piégée dans la cage thoracique, douleur à la poitrine, douleur au lever. Je sais pas pourquoi je suis si lourde le matin. Ni pourquoi me mettre à nu et me laver de mes émotions et de mes fragments de vie accumulés me semble insurmontable. Il faut à tout prix que je réussisse mon réveil. Le prochain, je vais le réussir. Je me suis retrouvée à la rue à 18 ans. Mes parents et moi, on n'était pas d'accord sur mon avenir, donc je suis partie. J'ai pas été retenue. Je me suis retrouvée toute seule. J'ai dû faire la manche. J'ai dû affronter les gens dans la rue, leur regard, ou l'absence de regard plutôt. C'était atroce. Cette impression qu'on a quand on est dans la rue de devenir invisible. Depuis, je m'en suis sortie depuis longtemps, par chance. Mais des années plus tard, je suis encore agoraphobe. Et j'en souffre tous les jours de ce regard. Pourquoi le regard des gens maintenant que je ne suis plus dans la rue? Pourquoi il est plus le même? Même si je perçois toujours une différence. Je suis toujours différente, toujours petite comme je me sentais quand j'étais dans la rue.
pas ma place. Je lutte tous les jours pour ça. J'ai un enfant. Pour elle, je ferai n'importe quoi. Et aller tous les jours à l'école, affronter les parents, tout ça, c'est déjà beaucoup pour moi. Mais je ferai plus s'il faut, bien sûr. Mais c'est très dur. Je fais de la peinture depuis très longtemps, mais depuis l'année dernière, je m'y suis mise franco et ça me fait du bien. Ça m'aide beaucoup. Et j'ai rencontré des gens vraiment formidables grâce à cette peinture. Et des gens qui me ressemblent malheureusement. Mais d'autres qui me poussent vers le haut. Voilà. Aujourd'hui ça va mieux donc grâce à la peinture. Je me suis mis à mon compte, installée comme artiste. C'est pour moi un challenge et mon rêve aussi de toujours. Donc je suis maman aussi, petite fille de 6 ans et demi, dont je suis très très fière, qui me ressemble beaucoup, très artiste aussi. Et tous ces amis que je me suis fait grâce aux réseaux sociaux, quand j'ai exposé ma peinture, c'est incroyable. J'ai pas beaucoup d'amis dans la vraie vie, c'est très difficile de me faire des amis. Il y a des gens qui me ressemblent, des gens qui me comprennent. Et c'est incroyable. Incroyable de se sentir comprise un peu. J'ai mon chéri aussi. Sans lui, je ferais rien du tout. Je serais pas là. J'ai vécu beaucoup de galères avec lui aussi. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Donc tout va mieux. Avec de la difficulté, mais tout va mieux. Je me lance des défis tous les jours. Mais j'y arriverai. Pour ma fille, pour mon chéri. Pour moi, c'est accessoire, mais pour moi, peut-être un petit peu aussi. Mon histoire, c'est celle d'une petite fille qui a toujours vu son papa comme un héros, mais sans la cape, ni le collant. Elle commence dès mon plus jeune âge, bien avant que ma petite sœur ne vienne agrandir notre famille. Le quotidien était parsemé de joie, de moments privilégiés entre un papa et sa petite fille. Et puis, plus les années ont passé, et plus j'ai appris à penser par moi-même, à me rendre compte que certaines phrases étaient un peu trop déplacées, que certains actes ne correspondaient pas toujours à ce modèle de héros pourtant encore si évident. Et puis le doute s'installe et comme un nouveau-né met plusieurs semaines à voir les choses et personnes qui l'entourent de façon très nette, j'ai commencé petit à petit à ouvrir les yeux. Mon papa n'est plus mon héros, n'est pas un héros tout court. Mon père à moi est méchant et manipulateur, de la tranche de ceux qu'on appelle les pervers narcissiques. Et comme si le mal n'était pas suffisant, cette perversion est doublée d'alcoolisme. De remontrances en reproches, de réflexions en phrases blessantes, de mots pour rire en insultes, tout est allé crescendo pour finir par détruire ce lien qui nous unissait et faire redescendre le héros de son piédestal. Il aura réussi, au fil des ans, à faire s'éloigner les personnes qui l'aimaient le plus. J'ai bien dit aimer. Toute ma vie près de lui a été marquée par des tentatives diverses pour mettre fin à ses jours, ou plutôt, avec le recul, pour que l'on s'intéresse à lui. Lui qui pourtant était un être très grossier, raciste à outrance et sexualisait tout ce qu'il disait et ne pouvait donc pas passer inaperçu. Je l'ai vu vider un jerrycan d'essence dans le salon chez ma grand-mère et se tenir debout sur la table du salon avec son zippo allumé. Je revois encore ma petite sœur arriver dans le salon dans sa chemise de nuit rose, les pieds dans l'essence, et demander « Mais maman, qu'est-ce qui se passe ?» Elle avait alors 4 ans, moi 9. À 28 ans aujourd'hui, elle n'en a aucun souvenir. Et je me sens sincèrement soulagée pour elle. En une petite trentaine d'années, j'ai vécu des dizaines de tentatives diverses et variées pour qu'on s'occupe de lui. Comme un enfant qui fait une bêtise quand maman est occupée. Il connaissait par cœur les moyens de pression idéaux sur moi pour que je m'occupe de lui, par cœur le nombre et le type de médicaments que le comptait avaler avec de l'alcool et avoir juste le temps d'appeler les secours pour qu'ils interviennent à temps. Je suis restée des années dans un cercle franchement vicieux, dans lequel il allait mal, tentait de mettre fin à ses jours, puis j'étais plus attentionnée pour lui montrer que j'étais là pour lui, puis il me rabaissait, m'insultait, m'écrasait pour se sentir plus grand et plus fort. Alors je relâchais un peu mes attentions et il recommençait à aller mal. Mes attentions sont toujours restées vaines,
D'autant qu'avec ou sans elle, il se lovait dans l'alcool et tous ses méfaits. À force de chantage affectif, il a détruit celle que j'essaie de reconstruire aujourd'hui comme un puzzle. Aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que j'ai déménagé. J'apprends à faire le deuil de mon père qui n'est pas vraiment mort, le deuil des ficelles qu'il avait accrochées à mes bras, mes jambes, ma tête, mon cœur, pour les manipuler à chaque instant. Je sais que ça peut choquer des personnes qui ont perdu un parent, mais c'est réellement ce que je ressens. Il est important de se détacher des personnes nocives, qu'elles soient un ami, un amour ou un parent. Rester, c'est nourrir la méchanceté et la manipulation, c'est se laisser tuer à petit feu. Avant, ma plus grande passion, c'était le chant. J'ai cessé de chanter depuis la dernière fois que je l'ai vu, même sous ma douche. Je n'ai plus de nouvelles de lui depuis le 13 octobre 2018. Et malgré la force et le courage que je m'impose, je suis suivie par un psychiatre et une psychologue depuis peu pour me permettre d'évacuer tout cela. J'ai trouvé une nouvelle passion, la couture. Je couds pour les bébés, principalement. Ma fille m'aide aussi beaucoup au quotidien et sans le savoir à rester forte comme jamais. Ça m'arrive encore de pleurer de façon incontrôlable, parfois devant elle, et je déteste ça. Je ferai tout au quotidien pour éviter de lui ressembler, pour éviter de blesser ma fille et qu'elle n'ait pas confiance en elle. Je ne pourrai pas oublier, je ne pourrai pas pardonner, mais je veux laisser ça derrière moi, loin derrière, pour me permettre un jour, peut-être, d'avoir le cœur de chanter à nouveau. Mon mal à moi, c'est l'anxiété. Mon mal à moi, c'est l'anxiété. Elle me ronge depuis très jeune. À cause d'elle, ma vie est réglée comme du papier à musique, et surtout quand je dois sortir de chez moi. Faire ceci ou cela à telle heure, ne jamais être en retard, ne jamais se tromper, toujours faire de son mieux. Pour qui ? Pourquoi ? Je ne sais pas, mais c'est là, c'est en moi. Les crises d'angoisse, les insomnies font partie de mon quotidien. Je pense trop, tout le temps, à plein de choses. Je me bats contre ça tous les jours, quand il faut sortir et ne plus être seule, pour aller travailler ou construire un semblant de vie sociale, pour ne pas avoir l'air d'être bizarre. Je me force à sortir de ma zone de confort, de ma bulle, qui tend à devenir malade, pour être normal. Pour être normal, normal, mal, 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 pour être normal. Pour ce qui me bloque la plupart du temps dans la vie, c'est la confiance en moi. La confiance en moi qui n'a jamais été là en fait. Je ne trouve pas quelque chose de spécial parmi tout le monde et je me mets très 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 souvent en retrait. J'ai pas de particularité à me mettre en avant en fait à chaque bout de ma vie et ça avait empiré il y a 2 ans notamment avec une rupture qui s'est très très mal passée.
et qui m'a fait passer presque au bord de la mort à cause de tout ça, à cause des conneries dans le style. Alors ce qui m'aide à me sortir de tout ça, c'est principalement la musique en règle générale, les concerts surtout, où je sais que je suis libre en fait dans ma tête et je profite du moindre instant quand je vais dans ces concerts et tout ça, c'est la musique en général, ouais. Ça m'aide énormément et passer du temps aussi avec du monde. Je déteste être seul et pour le coup ça m'aide à chaque fois. Je suis rarement dans mon appartement et quand j'y suis, je suis comme dans un lion en cage. Même si je l'adore, mais c'est ouais, les concerts, les amis et surtout les deux réunis. Les deux réunis, c'est vraiment quelque chose de magique qui me fait tout oublier en fait. Tout oublier. Cet ego. À quel instant précis pouvons-nous vraiment savoir qui prime sur l'autre? Un cœur blessé ou un ego surdimensionné? Un cœur achevé ou un ego enragé? L'ego fait souvent défaut pendant que le cœur est notre noyau. Noyau de vie, noyau d'amour, noyau de peine, noyau poids lourd. Il pèse sur nous cet ego. Il bat souvent aussi fort que le cœur, mais à moins de l'abattre, il est plein de rancœur. Et qu'est-ce que c'est dur de l'affaiblir. On nous impose de l'accepter depuis notre tendre enfance, expérience, dépendance, puissance. Mais où est-elle cette puissance de le faire taire, cet ego? Lui dire de partir, loin. Loin de moi, loin de mon corps, loin de mon âme, loin de mon cœur. Mon cœur, cet ego. Cet amour transcendé vers une vie un peu moins blessée. Ce cœur, beau, grand, fort, qui encaisse, se défend, s'ouvre et se referme. Mon cœur, ce pachyderme, rempli d'amour inconditionnel, d'amour si fidèle, d'amour souvent rationnel, mais d'amour parfois mortel. Mais si cet amour nous tue, n'est-ce pas plutôt l'ego qui est promu? Mon cœur, d'une sensibilité si présente quand il se libère, pendant que mon ego me force encore à rester sévère. Mon ego apprend, mon cœur comprend. Là sont les mots, M-A-U-X, d'une juxtaposition d'événements qui nous permettent encore, pendant quelque temps, de faire semblant. Mon cœur, cet ego blanc. J'avais des douleurs à la mâchoire. Enfin, j'arrivais plus à manger en fait, j'arrivais plus à m'alimenter. Et puis comme je suis plutôt résistante à la douleur, j'ai attendu. Et puis bref, à un moment donné, j'ai voulu me soigner. Donc je me suis soignée en fait. J'ai dû faire de la rééducation de la mâchoire. Et en fait, ça a coïncidé à la période où mon père nous a abandonnés. Ma mère et moi nous a laissé totalement nous débrouiller avec une grande maison, plein d'animaux et bref, tout un panel de choses. Et du coup, la démerde totale. Et cette mâchoire qui me faisait mal, parce que je pense que c'était un symptomatique, tu sais, besoin de parler, mais ça s'extériorisait pas. J'ai rééduqué ça et ça va mieux maintenant. Mais j'ai eu aussi des crises la nuit en fait. J'avais des crampes à la jambe gauche et même des réveils une fois où j'avais
tout le côté gauche qui me semblait paralysé. J'ai cru que j'avais un AVC. En fait, c'était des crises d'angoisse. Certes, il y avait réponse physique également, mais il y avait aussi beaucoup d'angoisse dessus parce que le stress amène le stress et je me focalisais là-dessus. Et bref, ma mâchoire me lâchait, mes jambes me lâchaient. Je suis dans une sorte de dépression. Après, j'ai pas été voir un psy pour vraiment qualifier la chose, mais oui, depuis que mon père du coup est parti. Avant je reste positive, mais c'est vrai qu'il y a des périodes vraiment très down quand t'as une charge mentale tellement énorme que t'as l'impression que tu vas jamais t'en sortir et tu te fais submerger par tout ce qu'il y a à faire, tout un poids et du coup il y a ça. Et du coup, les idées noires, le mal entraîne le mal. J'ai envie de te dire, tu procrastines, donc ça aide pas forcément à aller mieux. Pour pallier à ça, c'est essayer de me réveiller plus tôt, même si c'est un grand sacrifice. Ça paraît tout con, mais les heures de sommeil c'est primordial. Mais du coup, je me rends compte que me réveiller plus tôt, ça permet de m'organiser, de me déstresser d'une certaine façon, et même si ça coûte pour tu te réveilles, tu fais c'est mieux, ça te laisse plus de temps. Et essayer de m'organiser et arrêter de procrastiner. Essayer de respirer le plus possible, de pas m'arrêter au fait accompli et d'essayer de dépasser le jugement toujours et mes croyances. Passer à travers tout ce que je me pose comme barrière psychique et qui resserre mon esprit comme un étau. Donc ça c'est mes parades contre la dépression. Point très important également, la musique. Contre la dépression, j'ai appris à comprendre la musique et à parer à la dépression grâce à la musique. Il y a les mots, mais ça j'avais déjà ça avant, mais maintenant il y a les notes. Les mots permettent de me trouver des notes et inversement. Donc ce mal ou ces mots que j'ai en moi, c'est vrai que c'est très difficile à verbaliser parce que j'ai pas eu de trauma dans le passé qui fait que je puisse dire il s'est passé telle chose dans ma vie, c'est pour ça que je me sens mal aujourd'hui. Globalement, j'ai eu une enfance relativement facile, même plutôt heureuse. Je pense que j'ai été chanceuse comparée à beaucoup de gens. Mes parents sont toujours ensemble, on n'a jamais manqué de rien, je n'ai pas subi d'abus. Mon père était un peu violent, mais on va dire que j'ai pas subi d'abus vraiment traumatiques qui font que qui pourraient expliquer pourquoi je me sens mal étant adulte. Mais c'est vrai que
Je suis quelqu'un qui est très anxieuse, qui a beaucoup de manque de confiance en elle, à tel point que j'arrive pas à avoir de direction dans ma vie. J'ai 34 ans et je n'ai aucune idée de direction dans ma vie. Et en fait, ça m'angoisse énormément. Ça pourrait paraître facile, on pourrait dire mais voilà, pourquoi tu fais pas ça, si, ça. Et en fait, j'arrive pas à agir en fait. J'ai beaucoup de manque d'amour pour moi. Je me sens pas valorisée, je me sens pas. J'ai pas l'impression d'avoir suffisamment de valeur en tant que personne pour pouvoir entreprendre un chemin. Dès que je me dis je pourrais faire ci ou ça, je me dis mais non, je peux pas. Et c'est très difficile à changer, à reprendre une nouvelle direction. Je vois pas comment en fait. Et voilà, ça fait des années que je pleure beaucoup, sans vraiment de raison. Je pense que c'est juste une dépression qui est là, qui est difficile à expliquer. Et voilà, beaucoup d'anxiété. Et voilà, à un niveau de ma vie où je stagne énormément. Et ça m'attriste et je sais pas quoi faire. Voilà. J'ai passé toute mon enfance avec un père dépressif. Élève brillant et plein de projets, j'ai commencé à attiser sa jalousie car lui n'arrivait pas à concrétiser quoi que ce soit. Durant toute mon enfance, il m'a donc insulté, rabaissé, démotivé et a tenté de détruire tout ce à quoi j'aspirais. Dès l'âge de 15 ans, je suis tombé dans une grave dépression. J'ai tenté de me jeter sous une voiture en circulation. Je n'arrivais plus à concrétiser de projet, car j'avais perdu toute confiance en moi. La moindre idée me faisait stresser, angoisser, car je savais qu'il ne me soutiendrait pas. Et toute ma vie, j'attendais une sorte d'accord de sa part, comme une validation paternelle. J'ai fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, car considéré comme un danger pour moi-même. Je suis sorti de cet état de torpeur il y a 1 an, à 25 ans. 10 ans durant, on m'a souvent qualifié de personne peu fiable, car mon anxiété me dévorait à petit feu. Que ce soit dans ma vie professionnelle, amoureuse et dans la musique, chacun de mes proches et collègues me considérait comme quelqu'un de fragile et d'instable. Aujourd'hui, même si je suis encore affecté par moments, j'ai compris que jamais je n'aurai ce que je cherche chez mon père. Une figure paternelle bienveillante qui soutient son fils. J'ai réussi à l'accepter et depuis, je fais ce dont j'ai envie, ce dont je rêve. J'aurais probablement pu faire de plus grandes choses à ce jour, mais je suis quand même heureux de ce que j'ai accompli jusqu'ici. Et je pense qu'à l'avenir, de beaux projets vont naître.
moment, j'arrive pas à exprimer ce que je ressens, mes émotions, les trucs qui me traversent. Et ça me frustre, ça me fait faire un peu n'importe quoi. Et pour éviter ça, du coup, j'écris ou je fais de la musique parce que ça délie un petit peu ce qui est à l'intérieur de nous et ça permet de prendre du recul sur les situations et de mieux se comprendre. Dans ma vie, j'ai une passion qui a une part très importante pour moi, à mon sens qu'elle permet de m'exprimer de manière plus pertinente que le langage des mots. Cette passion, c'est la musique. Depuis des années, je compose énormément pour extérioriser des choses personnelles via divers projets et registres musicaux que je garde pour moi. Le souci, c'est que j'aimerais concrétiser un de ces projets, mais je me pose beaucoup de questions sur comment le réaliser. Ça m'empêche d'avancer et brille d'un certain enthousiasme vis-à-vis de ma passion. Les mots qui s'en dégagent, c'est de la frustration qui débouche sur des bonnes périodes de déprime. Heureusement, à côté de ça, j'ai un projet musical avec des personnes que j'aime beaucoup, où je m'occupe en majeure partie de la création. Ce projet, il est moins personnel, mais les idées qui s'en dégagent expriment vraiment une partie de moi où je peux m'épanouir. Ça me permet de relativiser sur mes projets qui me tiennent à cœur. Je me dis que peut-être j'ai besoin de plus de temps et de rencontrer des bonnes personnes qui pourront m'inspirer plus tard à concrétiser ces projets. Du coup, j'ai confiance en l'avenir car petit à petit, au fil d'expérience, je vois de plus en plus comment je pourrais appréhender la chose pour que cela se concrétise bel et bien. L'injustice. Voilà, je pense que c'est ça l'un des mots principaux que nous avons tous ressenti un jour et que nous commençons à ressentir dès notre plus tendre enfance. Dans mon métier, je le vois un peu tous les jours dans le sens où quand il y a une injustice, je travaille avec des enfants et les enfants n'hésitent pas du tout, pas une seule seconde à lever leur voix, à même créer des petits mouvements de groupe où ils n'hésitent pas à réclamer réparation, à dire que non, ils refusent de faire quoi que ce soit tant que l'injustice n'est pas réparée. Et avec une spontanéité et une force qui est tout à fait louable. Et parce qu'ils ne ressentent pas le risque, en fait, de perdre des choses s'ils élèvent leur voix. Alors que quand on devient adulte, à force d'être confronté à toutes ces grandes et petites injustices de tous les jours, eh bien, il y a différentes réactions. Moi, celle qui me fait beaucoup réfléchir et qui me fait mal au cœur, c'est que il y en a malheureusement beaucoup qui vont voir l'injustice et qui vont se taire. Pourquoi ils se taisent ? Eh bien, pour se protéger. Parce que ils ont peur de se donner une mauvaise image s'ils ouvrent leur bouche face à quelque chose que tout le monde constate comme anormal. Il y a beaucoup de situations auxquelles moi j'ai été confrontée où on m'a dit « t'aurais pas dû » ou alors « tu ne devrais pas, tu devrais te taire ». Tu te rends compte que tu peux perdre ton travail, tu te rends compte que tu peux perdre tes amis, que tu peux ternir ton image. Si ça se trouve, tu ne retrouveras jamais de boulot parce que tout le monde va te faire une sale réputation parce que tu as ouvert ta bouche. Alors qu'il y a des choses graves qui se passent, bien sûr qu'on ne peut pas gérer toutes les injustices et
bien sûr qu'on ne peut pas se mettre en danger forcément à tous les coups, sauf que il y a tellement de choses que l'on pourrait faire si seulement une personne qui voit par exemple son collègue se faire agresser, au lieu de regarder de loin et après d'avoir une discussion à propos de ce qui s'est passé, juste de venir et de se mettre à côté. Une façon toute bête de faire sentir à la personne qui est en train de justement prendre la défense de ce qu'elle pense être juste, de montrer qu'elle n'est pas seule, de dire un petit mot, de juste... en fait, c'est quelque chose d'enclencheur. S'il y a une seule personne qui soutient celle qui est en train de se mettre un peu en danger parce qu'elle ose parler, eh bien, ça peut créer un effet de groupe, sauf que l'effet de groupe est souvent malheureusement inverse. Et on n'est pas dans une période héroïque du tout. Malheureusement, les héros se font rares. On est dans une période de anti-héros, on est dans une période un peu triste, parce que ce qu'on va te montrer à la télévision, à la radio, dans les journaux, etc., ça va pas être des choses positives. Et puis c'est des choses qui vont essayer de te conforter dans l'idée que tu dois faire partie d'un espèce de carcan sociétal, que tu dois pas sortir du lot parce que t'as pas les épaules pour, alors qu'en fait on a tous les épaules pour. On pourrait tous se soutenir, et il y a rien de plus simple que le soutien. Déjà, c'est gratuit. C'est gratuit, ça coûte pas un rond, le soutien. Enfin, le soutien de base. Je pense pas que ce soit quelque chose qui soit monnayé. Je pense pas que ce soit quelque chose qui coûte bien cher. Par contre, le fait de se mettre en danger socialement parlant, alors ça c'est vraiment terrible, et ça peut avoir des conséquences malheureuses. Le nombre d'articles aussi qui dénoncent des personnes qui se sont fait virer là dernièrement parce que des infirmiers ont réclamé des masques et qu'on les a virés, des choses complètement folles. On les constate tous les jours. On voit qu'il y a des gens dans la rue qui n'ont pas de moyens de survivre, des familles pauvres, des enfants pauvres, et on préfère tous passer à côté. Parce que c'est plus facile, même si bien sûr on peut pas s'arrêter devant tout le monde. Par contre, on peut être acteur de juste faire quelque chose de positif dans sa vie. Je pense qu'il faut absolument chercher sa mission de vie. Et la mission de vie, elle ne peut être qu'altruiste. Une mission de vie pour soi tout seul, bon, c'est bien. Sauf qu'une mission de vie, c'est aussi les gens qui t'entourent, c'est les gens que tu aimes. Et si tu n'es pas capable de prendre la défense de quelqu'un, même de ta famille, alors qui le fera pour toi ? Donc pour moi, c'est ça. Je pense que c'est l'injustice qui me fait le plus mal, et c'est le comportement des gens face à ces injustices. On manque de héros. J'ai presque envie de retourner à l'époque des chevaliers, parce qu'il y avait quelque chose d'héroïque, de louable. Je suis pas pour la guerre, mais je suis pour, voilà, cet esprit de je vais donner et je vais protéger. Et si on se protégeait les uns les autres, si on prenait soin les uns des autres, si on faisait attention, ce serait merveilleux.